bonjour à toutes et à tous qui êtes ici dans les locaux du Musée social à Paris. Et puis bonjour à vous toutes et vous tous qui êtes en ligne et qui suivez ce nouveau séminaire, l'Observatoire des cadres, en partenariat avec Métis. On est très heureux dans l'équipe d'organisation de pouvoir vous retrouver, renouer des liens qui ont été interrompus, des liens directs qui ont été interrompus par les périodes de confinement, puis aussi de faire connaissance avec des nouvelles personnes qui s'intéressent aux travaux que nous essayons de promouvoir. Alors aujourd'hui sur un sujet particulier, avec un support qui a été travaillé conjointement par l'association Métis, l'Observatoire des cadres et la CFDT Cadres. Vous en avez tous et toutes un exemplaire chronique du travail éloigné. Alors pour introduire cette matinée, quelques mots peut-être pour repartir d'un tout petit peu plus loin, juste avant le confinement. Rappelez-vous, c'est un événement qui n'a pas fait beaucoup parler de lui. Fin février 2020, les partenaires sociaux unanimes signent un accord national interprofessionnel relatif à l'encadrement. Alors c'est un accord qui n'a pas fait beaucoup de bruit, hein. Il est mal tombé dans la période. Ce n'est pas un sujet facile, mais on y est arrivé. Dans le préambule de la deuxième partie de cet accord qui traite des enjeux managériaux, je vous fais une citation. La population du personnel d'encadrement appelle à une forme de renouveau des pratiques managériales qui parviendrait à concilier la multiplicité des organisations de travail en fonction des projets et des enjeux, la mobilisation de nouveaux outils numériques et les bénéfices que représentent les liens humains avec le collectif de travail, tant en termes de performance que d'épanouissement personnel et professionnel. Alors quand on a écrit ça et qu'on a signé ça de façon unanime, fin février, on n'avait pas en tête que quelques jours après, il y aurait l'irruption brutale de la crise sanitaire et que cette crise allait engendrer des changements contraints extrêmement brutaux, extrêmement forts pour une grande partie de toute la population au travail. Et il suffit de relire en ayant en tête finalement ces changements contraints que l'on a vécus en début de crise sanitaire pour se dire que forcément ça a engendré, comme on disait, un renouveau. Alors c'est peut-être pas encore un renouveau, mais des pratiques managériales qui ont dû s'ajuster fortement à la crise, avec des organisations de travail qui ont été bousculées à tous les niveaux, des outils numériques qui, lorsqu'ils n'étaient pas implémentés déjà dans le travail des équipes, ont dû se mettre en place en urgence avec des solutions bricolées. Et puis, une attention toute particulière, pour l'avoir vécu personnellement en tant que manager d'une équipe, sur finalement le maintien des liens humains avec le collectif de travail. On a peut-être reparlé de collectif à cette occasion-là. Et puis, finalement, comment on s'est ajusté en matière de performance, mais aussi d'épanouissement personnel. Comment, voilà, à travers cette crise, tous les mots qui sont dans ce texte-là peuvent être revisités. La crise sanitaire, du moins la première crise, elle a aussi permis de dérouler le fil qu'on avait commencé avec les partenaires sociaux sur un retour d'expérience sur le télétravail. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2017, il y avait un premier retour d'expérience. Et puis on a remis le couvert avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales en juin, juillet, août, septembre, pour aboutir en septembre à un retour d'expérience partagé, pas totalement unanime, mais assez largement unanime, et qui a servi de base à la négociation du nouvel ANI national, l'accord national interprofessionnel sur le télétravail, qui a été signé, lui, fin novembre. Dans cet accord interprofessionnel, il est marqué bien sûr par la crise sanitaire, avec toute une partie sur comment on gère les entreprises en situation exceptionnelle, des choses qui faisaient l'objet d'une petite ligne dans le Code du travail, qui avait été très rarement travaillée dans les entreprises sous la dénomination de plan de continuité d'activité. Donc il y a une partie sur, en situation exceptionnelle, comment on peut réagir positivement ou utilement, mais surtout, en filigrane de cette année télétravail, il y a les enjeux d'organisation et de management, tout du long. Organisation et management, ça revient. L'articulation entre l'individu et le collectif, et puis aussi les enjeux d'articulation entre la performance et les risques. Les risques, notamment les risques liés à l'isolement du travailleur et du télétravailleur.
passage qui m'a fait écrire un petit papier sur le devoir de vigilance managériale, notamment face à l'isolement, mais pas seulement. On parle beaucoup en ce moment, il y a un projet de loi sur le devoir de vigilance des entreprises, on va dire organisationnelles, et dans ces relations productives, mais à l'échelle des managers, et l'Observatoire des cadres et du management s'y intéresse, il y a une forme de devoir de vigilance managériale qui s'inscrit dans ces textes-là. Et puis, comme le dit le titre de notre livret sur est-ce qu'il y a un désir ou un devoir ou une demande de changement, les enquêtes qu'on a pu mener tant au niveau de la CFDT cadre avec Kantar qu'au niveau de la Confédération CFDT font émerger une demande de changement. En gros, 4 cadres sur 10, comme 4 salariés sur 10 en général, aspirent à un changement des pratiques managériales. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même 6 sur 10 qui disent que, qui n'expriment pas de devoir ou d'attente de demande de changement. Et quand on va un petit peu plus loin, notamment l'ANACT, non pas l'ANACT, l'APEC a sorti une étude à la fin de l'année, aussi sur articulation du travail des cadres et du télétravail. Et là, alors eux, ils sont dans cette enquête-là à 9 sur 10 qui expriment des aspirations à des changements dans l'ordre de l'organisation et du management. Alors, avec cette crise, on voit apparaître à nouveau sur le dessus de la pile des choses qu'on a déjà abordées peut-être ici à l'Observatoire des cadres. Par exemple, il y a 4-5 ans, on a beaucoup travaillé sur l'univers de travail, les lieux de travail, les bureaux, les évolutions de ces aspects-là. Mais par exemple, de façon extrêmement forte, reviennent, et je l'ai dit tout à l'heure, les enjeux de l'articulation entre l'individu et le collectif. Il y a autour finalement du rôle du manager et de son devoir de vigilance à faire en sorte que le collectif fonctionne, mais aussi que chaque individu fonctionne et trouve sa place dans la performance collective. Et puis aussi, on voit apparaître des travaux qui revisitent les enjeux liés autour de l'égalité professionnelle. C'est un sujet qu'on a peu traité à l'Observatoire des cadres. Les derniers travaux publiés par l'APEC, notamment, ont regardé comment les hommes et les femmes qui travaillent à domicile, où est-ce qu'ils travaillaient. Donc l'univers de travail aussi vient s'intéresser sur les capacités qu'ont les hommes et les femmes, notamment dans les couples où il y a 2 adultes. On peut élargir à la maison qui travaille, eh bien, il y a une répartition genrée, finalement, de l'affectation des locaux. Voilà, donc il y a des nouveautés, un peu des interpellations nouvelles qui se font sur tous les sujets qu'on traite. Et puis, ce qui nous a bien surpris aussi, c'est que dans ces enquêtes qu'on a pu mener à la fois CFDT cadre et CFDT au 1er mai, il y a une attente forte en direction des organisations syndicales à se repositionner sur les enjeux d'organisation du travail. Voilà, donc on le fait aujourd'hui d'une certaine manière à travers notre implication au sein de l'Observatoire des cadres, en partenariat avec Métis, et je pense qu'on n'a pas fini de travailler le sujet parce que les questions sont nouvelles ou sont reposées de manière nouvelle. Et on n'a pas non plus, on l'a bien vu, on pose des enjeux dans les accords interprofessionnels, mais ce n'est pas eux qui vont trouver les solutions qui sont adaptées à chacune des situations de travail, chacun des collectifs, chacun des environnements. Donc on a besoin aussi de prendre du temps, à la fois au plus bas, on va dire, en plus grande proximité avec les travailleurs, mais aussi à notre niveau, au niveau interprofessionnel, à être dans l'écoute permanente de ces enjeux-là. Voilà, merci de votre présence nombreuse. Voilà, on aurait presque dû repousser un peu les murs. Daniel, je te passe la parole. Laurent vient de l'évoquer, c'est vrai que cette crise sanitaire un peu, je crois que c'est Vittori qui a dit ça dans un papier des Échos, ouvert la boîte de Pandore du travail. Et elle n'est pas prête de se refermer, effectivement. On en a pour un bout de temps, avec la pandémie, je ne l'espère pas, mais avec la question du travail. Alors, ça rejoint d'autres choses. Comme souvent, une crise est un révélateur de choses qui avaient déjà bougé. Il y avait des pays, par exemple, où il y avait beaucoup plus de télétravail, je vais utiliser cette expression, que chez nous. La Finlande, par exemple, qui était déjà à un taux de 32% en 2019. Il y avait le développement de l'auto-entrepreneuriat. Il y avait le développement de toutes ces formes de travail nouvelles
autour des plateformes. Donc on voyait déjà des choses comme ça qui avaient bougé. Et c'est un peu l'ensemble des changements qui sont survenus dans le travail qui nous a poussé à faire ce petit livre, donc, et surtout, je dirais, à lui donner ce titre. C'est-à-dire qu'on a un peu volontairement choisi, avec la CFDT cadre, avec l'Observatoire, on a choisi un titre, Le travail éloigné, qui évoque bien le fait que même si le télétravail n'est pas le tout du travail, ce qui se passait changeait le travail pour tous et devrait le changer pour tous. Donc ça, c'est... et c'était aussi une manière d'attirer l'attention, en quelque sorte, sur le fait que ça nous poussait à prendre de la distance par rapport à ce qui se passe dans le travail. Alors, les articles qui sont issus de Métis, qui se retrouvent dans ce petit livre, issus également de la revue Cadre, sont, on l'a fait volontairement, uniquement des articles de l'année 2020. D'où ce titre 2020, Chronique du travail éloigné. Un peu pour marquer une date. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas, à en prendre un sur la table à l'entrée. Et j'allais dire, gardez-le. Gardez-le et vous le relirez dans 10 ans. Enfin, ou plus, selon. Alors, on en est où maintenant? On est pas mal de temps à passer. De nombreuses discussions ont lieu, Laurent les évoquait. De nombreux accords sont signés dans les entreprises. On est un peu, je dirais, au milieu du gué. On est dans un chantier. On sent très bien qu'il y a des choses qui se font. Elles posent plein de problèmes. Elles en poseront d'autres. J'en prends comme seul témoin le fait que la plupart des accords qui sont signés dans les entreprises ont des clauses de revoyure extrêmement proches. On fait quelque chose, mais on le fait pour 6 mois. Et puis on dit on se revoit dans 6 mois. C'est ça que j'appelle un chantier, en quelque sorte. Alors, première évidence, donc, la crise a été je dirais par certains côtés, un formidable révélateur de demandes de changement. Alors, on ne va pas les lister et on y reviendra dans les débats, forcément. En tout premier lieu, une demande d'autonomie dans le travail, dans l'organisation du travail. Une certaine satisfaction, là je ne vais pas utiliser le mot manager, mais le mot chef, de ne pas avoir son chef sur le dos tout le temps, ou sa chef. Ce n'est pas parce qu'on lui met 2 F que ça change. Donc besoin d'autonomie, besoin de liberté dans l'organisation des emplois du temps. C'est un point qui ressort beaucoup dans les enquêtes. Je préfère l'exprimer comme ça parce que je trouve que cette notion d'emploi du temps, il va falloir continuer d'y réfléchir. Et ça dit, à mon avis, un peu plus que l'expression un peu technocratique, conciliation vie personnelle, vie professionnelle, qui a l'air de dire que quand on est professionnel, il n'y a rien de personnel, ce qui n'est pas vrai. Et quand on est dans le métro, on peut très bien penser à la prochaine réunion qu'on va avoir. Donc les choses sont toujours beaucoup plus mêlées qu'on ne pourrait le croire. Mais cette liberté, elle est vraiment, cette liberté d'organisation de son temps, elle est vraiment très importante. Et évidemment, un grand soulagement par rapport à la question des trajets. C'est pour ça que d'ailleurs, le travail à distance est plutôt plébiscité par les actifs urbains. Deuxième évidence,
s'organiser pour travailler à distance oblige à s'interroger sur ce que c'est que travailler. D'où ces fameux mots-clés, le collectif, l'organisation, etc. Et on s'aperçoit que travailler, j'allais dire, c'est pas juste une to-do list de tâches à faire. Ce serait trop simple. Une petite liste de tâches, et puis on se met à regarder celles qui sont, guillemets, télétravaillables, celles qui ne le sont pas. On s'organise bien en fonction de ça, et hop, l'affaire est faite. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est, je crois que le terme qui est le plus important peut-être, parce que la communication, on peut en faire à distance, l'échange d'informations, on peut en faire à distance, l'échange de documents, on peut en faire à distance, mais c'est une série quotidienne et permanente d'interactions avec des gens, et d'interactions prévues ou pas prévues, ou pas toujours prévues. C'est, je pense, dans à la fois cette demande de changement et cette vigilance pour s'organiser que l'on retrouve un certain nombre de questions. La question, effectivement, de l'individu et du collectif, mais surtout, je pense, la question de qu'est-ce que c'est qu'un collectif. Il y a une grande enquête récente chez Microsoft qui a fait travailler une équipe de chercheurs, plusieurs équipes de chercheurs même, sur ce qui s'était passé pendant les confinements à partir de 60 000 relevés d'activité en quelque sorte de leurs salariés. Alors bon, c'est Microsoft, donc ils avaient tout gardé. Bon, après on peut trouver ça bien ou pas bien, c'est un autre débat. Mais ils avaient gardé des traces de tous les mails, de tous les échanges, de tous les Teams, de toutes les conversations téléphoniques, de tous les échanges de documents. Et ils se sont aperçus en fait que les liens entre les gens qui conduisaient un projet ensemble ou qui faisaient partie d'une même équipe avaient été très forts, mais que ce qui s'était perdu, c'est les liens, en quelque sorte, avec les gens qui n'étaient pas dans l'équipe. Donc le collectif s'était réduit à l'équipe proche. Et du coup, l'entreprise, et les chercheurs le décortiquent bien, avait beaucoup plus travaillé en silo que par le passé. Donc, qu'est-ce qu'un collectif? C'est l'une des questions importantes. Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne télétravaillent pas? Alors, bon, on peut dire ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un job qu'ils peuvent exercer à distance, on va leur faire une prime. Bon, ce que j'appellerais une solution de DRH paresseux. J'ai vu un exemple d'entreprise, c'est InVivo, qui est une grosse coopérative agricole de 7-8 000 personnes, donc assez important, avec des métiers extrêmement variés, et une grande attention portée à rechercher des initiatives, des innovations pour les gens qui ne pouvaient pas travailler à distance. En partant de l'idée d'amélioration à la fois de leur vie au travail et de leur aspiration à passer plus de temps à la maison et de leur aspiration à être justement plus libres dans l'organisation de leurs emplois du temps. Avec, alors après, je ne vais pas détailler, mais toutes sortes de mesures pour que leurs salariés, en quelque sorte, économisent du temps passé sur site et gagnent du temps passé à la maison, même si ce ne sont pas des gens qui travaillent à distance. Au travers de ces affaires d'emploi du temps, on voit bien que le travail à distance, justement, c'est ce qui est intéressant, joue à la fois sur le temps et sur les lieux.
et sur les transports, donc sur les temps et sur les espaces. En ce sens-là, c'est une problématique, et moi je trouve ça tout à fait passionnant pour tout ce qui nous reste à faire. C'est une problématique qui dépasse largement les frontières de l'entreprise. C'est une problématique d'immobilier, bon, on en parle pas mal, d'aménagement du territoire, de programmes de transport, de mode de vie aussi. Et c'est ce qui est intéressant. C'est ce que j'ai trouvé là aussi, et je terminerai là-dessus, ce que j'ai trouvé tout à fait passionnant dans l'exemple de la Finlande. Donc la Finlande, c'est un petit pays, tradition nordique, qui a signé puis fait une loi en 2019. Donc 2019, on est avant le Covid et la crise sanitaire, qui consistait à rendre possible le travail anytime, anywhere, où vous voulez, pour la moitié des 40 heures de travail hebdomadaire obligatoire, avec pour seule condition la prévisibilité. Savoir, c'est pas un système où, c'est pas en quelque sorte un droit de tirage individuel où on pose ses jours, comme on pose ses jours de RTT. Et à mon avis, il ne faudrait pas que ça devienne ça. Et donc, dans l'exemple finlandais, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous regardez comment est classée la Finlande dans les enquêtes European Value Survey, vous vous apercevez que c'est le pays où l'indice de confiance dans les autres, dans son voisin, dans ses chefs, est le plus élevé. Et du coup, vous retrouverez ça dans le petit bouquin. Je crois que c'était dans un édito de Métis. J'ai dû écrire une fois, le travail à distance est basé sur la confiance. Le code du travail est basé sur la défiance. 2 points. Est-ce qu'on va y arriver? J'attends la réponse. Et je l'attends des intervenants, des participants aussi.